L'unique, chapitre 3, du flou dans l'air. Soleil de l'après-midi, un éclat flou trouble l'instant. La page attend seule. Le lendemain, impossible pour Irénée de poursuivre sa lecture. Traînée à contre-cœur dans une mini-croisière sur les îles éoliennes. Ce n'est pas la première fois que la petite famille, Irénée, sa femme, Aimée, ses enfants Lélio et Clara, auxquels s'est jointe la nonna, les tantes Angelina et Bettina, fait le circuit Vulcano, Stromboli, Lipari, les îles éoliennes. D'ordinaire, Irénée raffole, comme tous autour de lui, de ce cabotage d'île en île, au cours duquel il leur est arrivé d'assister au joyeux et artistique ballet de dauphins rieurs, et au retour, au coucher du soleil sur Idou, nom plus que royal donné au Stromboli par les gens du pays, et qui signifie « lui » en majuscule. Cette fois-ci, Irénée n'a cédé à la demande appuyée de ce petit groupe qu'à contre-cœur. Sa faible motivation tient surtout à ce livre, qu'il ne peut emporter. Entre les mouvements souvent rudes et imprévisibles des passagers et les paquets de mer qui de temps à autre passent par-dessus bord, tenter d'y lire un roman est assez risqué. Il l'avait constaté à ses dépens à plusieurs reprises. Mais une péripétie au cours de la croisière va changer son état d'esprit initial du tout au tout. État qui lui a fait traîner les pieds lors du débarquement sur la plus petite des trois îles, Vulcano, et durant les 2 heures qu'ils y sont restés. Personne parmi les siens ne comprend alors son désintérêt total, notamment pour la plage de sable noir qu'il avait adoré fouler lors de leur précédent passage. Au moment de mettre le pied sur la seconde île, la volcanique Stromboli, alors qu'un navire, situé juste à côté du leur, embarque ses passagers et qu'Irénée saute du sien, une voix féminine perce l'air depuis le bateau en partance. Il entend « Ozipi, Ozipi, dépêche-toi, on s'en va !» Se retournant vivement, Irénée voit alors un jeune adolescent, coiffé d'un bonnet à la pointe étrange, courir vers le quai et sauter prestement sur la passerelle, avant de se fondre parmi les autres passagers. Le cerveau d'un Irénée stupéfait se met à bouillonner. Ozipi, l'étrange nom du héros de son livre? Une coïncidence? Autre chose? La lecture avait contaminé le lecteur. Il faut absolument que je retrouve ce garçon. Je pourrais alors connaître l'origine de ce prénom étrange et avoir des indices en rapport avec le livre, peut-être même découvrir enfin le nom de l'auteur. Après un court moment d'apnée mentale, suivi de quelques secondes de réflexion, il en vient à se dire que si les 2 bateaux suivaient le même itinéraire, ce qui est souvent le cas, l'île de Lipari, offrant une longue escale, retrouver le garçon devait être possible. Le lourd rideau de la contrariété s'ouvre alors, et libère un Irénée redevenu lui-même. Leur petit groupe parvenu au restaurant L'Osservatorio, perché sur le flanc de l'île, Irénée retrouve son enthousiasme pour les éruptions du Stromboli, très visible toutes les 10 minutes depuis cet endroit. Ce qui fait la joie d'Aimée, très déçue jusqu'alors de la quasi-absence de son mari, et qui le retrouve enfin. Autre satisfaction de son épouse, Irénée semble, au cours de leur ascension vers le restaurant, découvrir le bel ensemble vert émeraude qu'elle porte, et il la surprend un peu plus tard en l'embrassant tendrement, dans un des instants où le plus généreux volcan d'Europe crache sa lave, et ce, en lui déclarant sa flamme d'une manière théâtrale. Aimés fond alors en larmes. Ils s'étaient rappelé leur toute première étreinte au même endroit, quelques 15 années plus tôt. Durant le petit trajet jusqu'à la destination suivante, Irénée, assis avec son épouse sur la plage avant du bateau, au-dessus du clapotis des vagues, converse avec Aimée, à propos de tout et de rien, ponctuant les divers sujets abordés, de plaisanteries qu'il s'est inventées lorsqu'il est d'humeur joyeuse, et tout en s'amusant à défier l'eau
qui passe de temps à autre par-dessus bord. La métamorphose est totale. Arrivé sur l'île de Lipari, Irénée, trempée des pieds à la tête et fière de l'être, emmène sa petite famille, les 2 tantes et la nonna, avec entrain, dans tous les lieux où se pressent les visiteurs. Musées archéologiques, cafés, restaurants, où il fait mine de se renseigner sur les heures d'ouverture, les menus, les plages, le château. C'est dans ce dernier lieu qu'Irénée aperçoit enfin celui qu'il recherche depuis des heures, et qui a motivé cette visite particulièrement minutieuse de l'île. Le garçon converse avec une femme, peut-être sa mère. « Je voudrais rester encore un peu. Il est très beau ce château. Je n'ai même pas eu le temps de voir le musée. Il paraît qu'il y a de magnifiques bijoux byzantins. Désolé, tu sais que ton père nous attend au restaurant. Mais il n'y a pas de mets qui tiennent. Ossip, tu me suis sans discuter. » Irénée pense avoir mal entendu. Son oreille a reçu un son brouillé. La foule autour est assez bruyante. Mais aussitôt, la même voix aiguë se fait entendre, plus forte, plus distincte. « Ossip ! J'en connais un qui ne va pas être très content. » « Ossip, pas Osipi !» se dit intérieurement Irénée, s'apercevant alors que son oreille l'avait trompée lors de la première rencontre. Irénée fait alors le rapprochement avec une possible méprise du même genre concernant le jeune héros de son livre, et ce fameux orage. Il sort le carnet qui se trouve dans sa poche et y écrit « Coupé par erreur, demeure la souche qui pleure et attend le pardon. » Déçu, mais en bon père de famille qui a besoin de décompresser un peu, sur le chemin du retour, Irénée, sa petite troupe une fois débarquée, l'emmène jouer au bowling au complexe commercial des Due Mari. Son score est catastrophique. Il finit bon dernier. À chaque lancer, il n'était parvenu à effacer que les quilles du milieu de la piste. Mais jamais de sa vie il n'avait envoyé les boules avec autant de vigueur. Le lendemain, Irénée laisse passer la matinée avant de se remettre à sa lecture. Il lui faut un peu de temps pour retrouver la sérénité et l'attention indispensables, et donc digérer la rencontre avec un presque Osipi. L'activité qui lui convient le mieux dans les cas de contrariété persistante est en rapport avec l'irruption destructrice des sangliers dans l'Oliveraie. Dégâts de plus en plus fréquents et proches des habitations, depuis que, croisés avec le cochon, les portées sont beaucoup plus importantes et moins craintives vis-à-vis de l'homme. Charrier de la terre, des pierres ramassées dans le ruisseau. Le dernier orage avait été très généreux. Redresser les terrasses éboulées, planter des piquets en fer, y tendre du barbelé. Toute cette entreprise lui procure alors une fatigue lourde dans les bras et les jambes, propre à détourner la tête de la confusion de 2 syllabes. Dans cet oliveraie, où se trouvent également une multitude d'autres arbres fruitiers, de la vigne et des lauriers, au-delà de la fatigue qui calme le flux de ses pensées, le bain dans une nature jamais totalement disciplinée, comme à chaque fois qu'il s'y immerge, l'alimente d'un flux vivifiant, dont il sait bien qu'aucun appareil de mesure ne saurait percevoir l'existence. Cette fois-ci, il fait un rapprochement entre l'irrationnel de cette impression nourrissante et celui qu'avait vécu Osipi. Réalité, subjectivité, pour l'un comme pour l'autre, il n'y avait pas, ou pas encore, de réponse. Après le repas, qu'Irénée avale avec appétit, les conditions sont à nouveau réunies pour rejoindre son héros du moment. Sous un soleil fort de son été, l'après-midi s'étire doucement. À l'abri du même figuier, mêlons les moments de lecture aux instants de demi-sommeil. Irénée, bercée par la chaleur calabraise, s'imprègne de l'atmosphère de cette famille, celle d'Osipii, somme toute assez ordinaire. À présent, il se met à lire l'histoire plus distraitement. La fatigue du corps y est peut-être pour quelque chose, effleurant les mots sans vraiment leur donner un contour, un sens.
Une part de son esprit restant suspendue à la perturbation qui avait tant ébranlé le jeune Ozipi. Cette transformation radicale, inattendue, d'un ciel uniformément bleu, soudainement troublé par l'orage. Et presque plus étonnante, cette goutte d'eau, ignorant l'écoulement du temps. Dans la suite des pages, l'inquiétude d'Ozipi, nourrie de détails que lui seul semblait voir, se dessinait au fil des lignes. Quant à sa camarade de classe, Éonie, la timidité d'Ozipi l'empêchait de progresser vers elle. Une ombre apparaît devant Irénée, Vétina, qui apporte un cappuccino bien serré et une ciambella toute fraîche. Après le départ de la Zia, alors qu'il reprend sa lecture, tout en se léchant les doigts d'un reliquat de crème, le climat sieste s'efface, laissant place chez Irénée à une vivacité retrouvée. Comme s'il s'ajustait sur son lecteur, le ton du roman semble alors basculer. Après le départ de la Zia, alors qu'il reprend sa lecture, tout en se léchant les doigts d'un reliquat de crème, le climat sieste s'efface, laissant place chez Irénée à une vivacité retrouvée. Comme s'il s'ajustait sur son lecteur, le ton du roman semble alors basculer. Pour s'y adapter, jusqu'alors porté par une lecture floue, somnolente, Irénée se met à détacher chaque mot, à les murmurer dans sa tête, comme s'il lisait à voix haute pour lui-même. Les phrases prennent une nouvelle densité, et le nom de Zipi, répété, éveille en lui une curieuse familiarité et un écho qu'il ne peut saisir. Skrit, skrit, skrit. Les mots inscrits entre crochets rompent le flot du texte, comme une annotation oubliée, une erreur d'impression, peut-être. Irénée les survole, son attention déjà ailleurs, captivée par l'adolescent qui, page après page, s'enfonce dans ses doutes. Ozipi cherchait à tromper l'ennui. L'orage était bien loin, mais une humidité lourde pesait encore dans la maison. Pour marquer l'instant d'un acte en rapport avec la virilité naissante qui pointait sur son menton juvénile, il décida de raser les quelques poils qui y poussaient. Fouillant dans les affaires de son père, il en tira un rasoir à main et décida d'y mettre une lame neuve. « Mon menton mérite bien ça !» s'exclama-t-il en souriant à son reflet dans la glace, amusé par sa propre espièglerie. Il commença à faire glisser la lame sur sa peau, négligeant la mousse. Le rituel paternel lui semblait superflu. Il s'efforça d'imiter les gestes précis qu'il avait vu faire. Mais au premier passage sur l'arête pointue de son menton, la lame entailla la chair et quelques gouttes de sang perlèrent. La douleur vive, pour Ozipi qui était un tantinet douillet, le fit sursauter, projetant sa tête sur le côté. C'est alors qu'il eut une vision singulière. Civium, civium, civium. Dans l'espace vers lequel il s'était retourné, un flou, une matière chaotique, avait semblé s'ajuster, se redéfinir, redessinant sous ses yeux le fond de la pièce, ainsi que tous les objets qui s'y trouvaient. Comme si le contenu brumeux d'un rêve prenait une forme, un contour précis. Un profond malaise l'envahit. Il sentit le vertige lui glisser des tempes jusqu'à la gorge, puis tourner dans sa tête avec une accélération pénible. Son cœur s'emballait. Était-ce le sang? Cette petite flaque d'un rouge sombre qui gouttait sur sa peau lui aurait provoqué ce trouble de la vue? Ou la douleur, trop vive pour lui, particulièrement sensible à la présence du sang? Terrifié à la possibilité que sa vision fût en rapport avec une réalité vraie, il dut s'étendre quelques instants, à même le carrelage frais de la salle de bain. Pour retrouver ses esprits, Ozipi s'efforça de penser à Éonie. Tenter de se raisonner, trouver une justification plausible à cette vision étrange. Suis-je bien certain de ce que j'ai vu? En songeant à sa camarade, il se demandait ce qu'elle aurait dit,
De quelle manière elle aurait réagi? Éonie, avec son regard clair, aurait peut-être ri ou posé une question simple, de celles qui font redescendre l'esprit au réel. Mais Éonie était si loin, à 2 rues de chez lui, à 2 rues de lui. Ozypie, seul avec son doute, se releva, le menton encore douloureux, décidé à chasser la vision troublante de son esprit. À ce point de sa lecture, Irénée sent bien que l'histoire prend un tournant. Les mots plus denses semblent vibrer d'une urgence nouvelle. Il s'apprête à poursuivre sa lecture quand une voix enfantine l'interpelle. « Alors papa, c'est quand la plage ?» Devant lui, sa fille arbore un sourire lumineux, mais le ton de sa demande est résolument déterminé. Impossible de différer la baignade, comme il l'a fait le jour précédent. Dans la matinée d'alors, le ciel hésitant pouvait annoncer une mer agitée, mais à présent, il est d'un bleu éclatant, sans nuages. L'absence totale d'obstacles dans ce ciel faisant presque tourner la tête à qui le sondait du regard, perdant alors tout repère, tant en verticalité qu'en profondeur. Ce bleu si pur lui rappelle un instant le ciel d'Ozypie, celui qui s'était brisé sous l'orage. Mais la présence de sa fille, si vive, si réelle, reprend rapidement le dessus. Tous comptent sur lui. Aimer sa femme, ses enfants, Lélio et Clara, auxquels il fallait ajouter sa belle famille jusqu'à la contenance maximale autorisée par leur grand van à 2 banquettes. Habituellement, Irénée se plie de bonne grâce aux désirs de ses enfants, sacrifiant volontiers ses propres occupations aux leurs. Mais ce jour-là, une pointe de contrariété le traverse, et c'est à contre-cœur qu'il se lève et dépose son livre sur sa chaise, laissant derrière lui l'histoire d'Ozypie et l'étrange phénomène, réel ou imaginaire, auquel il avait été confronté. Dans sa tête tournent 2 phrases qu'il compte consigner dans l'un de ses carnets. Un morceau de ciel, de ses enfants peut-être, parfois s'en détache, et avec l'aide des vents, bâtit des châteaux de nuages. Puis, comme tout enfant le fait, s'amuse avec fracas à détruire ce qui, à nul autre que lui, n'appartiendra jamais.